à toutes et tous, pardon, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo des métiers de l'ENSIP, qui est donc un rendez-vous qui propose le retour d'expérience d'un ou d'une professionnelle autour d'un sujet qui impacte l'évolution des métiers. Rendez-vous suivi d'un temps d'échange. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Ce webinaire est enregistré, donc vos micros sont désactivés par défaut. Et n'hésitez pas à utiliser le chat et à intervenir à l'oral lors du temps d'échange. L'ENSIP se mobilise pour la science ouverte. Ainsi, Camille Sérange, référente sciences ouvertes et chargée de projet sciences et société à l'ENSIB, co-anime ce labo. La science ouverte vise à développer l'accès gratuit à la science pour toutes et tous, en renforçant la légitimité de la parole scientifique et en donnant accès de façon transparente à la méthode de recherche, aux données et aux résultats. La création des services à la recherche en sciences ouvertes est récente, une dizaine d'années, et on constate une large extension de ces services. Leur organisation a fait l'objet de plusieurs enquêtes menées par l'ADBU, l'Association des directeurs de bibliothèques universitaires. La plus récente, datant de 2021, pointe la disparité dans les types de services proposés et l'absence de normalisation dans la structuration de ces services. Alors, comment les bibliothèques se sont-elles emparées de l'accompagnement à la science ouverte? Qu'est-ce que ça implique en termes de compétences et d'évolution des métiers? Et comment peut-on mieux sensibiliser les équipes pour pérenniser les services? Pour y réfléchir, nous avons invité Agnès Faller, responsable du service aux chercheurs au sein de la bibliothèque universitaire de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Bonjour Agnès. Bonjour. Et donc, c'est à vous Agnès pour une rapide présentation de votre service. Je vous remercie. Je vais partager l'écran. C'est toujours un moment délicat et l'afficher en mode diaporama, si je veux bien. Et je bascule en affichage grand écran. Si ça fonctionne, ça marche. Voilà, je vous remercie. Je remercie l'ENSIB et en particulier Mathilde Larieux et Camille Sérange pour l'organisation de cet échange d'aujourd'hui autour de la sensibilisation à la science ouverte en bibliothèque et en particulier auprès des équipes dans les bibliothèques. Et quelques éléments de contexte avant d'évoquer plus particulièrement les activités de notre service à Reims. Je vous parle depuis l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, qui est une université pluridisciplinaire de taille moyenne. Vous avez quelques données chiffrées qui s'affichent à l'écran. Notre bibliothèque est répartie sur plusieurs sites. Elle est organisée en bibliothèques particulières. Il y en a 10 actuellement et aussi en services transversaux, hein, comme la plupart des services communs de documentation. Service aux chercheurs qui fait dans l'organigramme général de la bibliothèque en septembre 2019 fait partie de ces services transversaux. Sur les 80 agents que compte la bibliothèque universitaire, il y en a 6, si je m'inclus dans le service, qui sont affectés à ce service. En créant ce service en septembre 2019, il s'agissait avant tout de valoriser des actions d'accompagnement des chercheurs que nous pratiquions déjà, à commencer par l'aide au dépôt dans l'archive ouverte HAL et l'appui à la publication avec les éditions et presses universitaires de Reims, qui est cette structure éditoriale, en fait, elle est rattachée à la BU depuis 2007 et nous avons aussi amorcé un virage vers l'accès ouvert. Mais plus généralement, l'ambition de ce service aujourd'hui, c'est d'accompagner les chercheurs dans l'adoption des bonnes pratiques liées à la science ouverte, telles qu'elles sont énoncées dans les plans nationaux sciences ouvertes, celui de juillet 2018 et celui de juillet 2021. Quelques mots au sujet de la science ouverte, mais Mathilde Larieux l'a déjà présenté. L'ouverture concerne l'ensemble des activités et des produits de la recherche, hein. C'est un peu le sens de la définition que propose le COSO, le Comité pour la science ouverte, la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche.
Il s'agissait en tout premier lieu il y a 25 ans, quand on a commencé à parler d'accès ouvert, de donner un accès facilité, sans barrière, sans entrave aux publications. Mais cette ouverture, elle concerne aussi les données de la recherche, les codes sources des logiciels qui sont développés dans le cadre d'un projet de recherche, les méthodes, les protocoles. Cet accès immédiat aux résultats de la recherche, il profite tout d'abord aux chercheurs eux-mêmes. Les chercheurs qui sont d'ailleurs à l'origine de ce mouvement avec les pionniers des archives ouvertes ce qui remonte au milieu des années 90. Vous voyez ce n'est pas tout neuf. Et les agences de financement ont emboîté le pas. Enfin, le mouvement s'est progressivement institutionnalisé et les agences de financement de la recherche publique voient dans cette ouverture qu'elles encouragent fortement, notamment un moyen de rendre compte auprès du contribuable des sommes investies dans la recherche publique. Il y a aussi un enjeu de transparence qui est un des critères de l'intégrité scientifique aujourd'hui. Et aujourd'hui, la science ouverte, ça devient un standard, ça tend à devenir plutôt la manière même de faire de la recherche. Alors, pour en revenir à l'Université de Reims, la science ouverte, elle s'organise, elle est jalonnée de quelques grandes dates pour nous. Et ces pratiques liées à la science ouverte, ce sont bien celles-ci qui ont motivé la création de notre service et qui ont progressivement façonné son périmètre. Donc, avec 2018, l'ouverture du portail à l'URCA et la création en parallèle d'un réseau de référents parmi les chercheurs. Chaque unité de recherche a nommé un référent pour dialoguer avec nous et pour accompagner la mise en œuvre de ce portail. En 2020, la gouvernance a nommé un chargé de mission, sciences ouvertes. Alors, certaines universités ont des VP, nous on a un chargé de mission, mais qui fait un excellent travail et qui nous aide à relayer notre action aussi auprès des instances de gouvernance. En 2021, l'université s'est dotée d'une charte sciences ouvertes qui est largement inspirée par les plans nationaux sciences ouvertes, bien évidemment. Et depuis 2021 aussi, nous formons les doctorants aux rudiments de la science ouverte. Et cette même année, nous avons créé un site web dédié à la science ouverte. En 2022, l'université a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la création des ateliers de la donnée et notre projet a été retenu et il a été labellisé. Notre atelier de la donnée, Data Urca, a été labellisé en juillet 2022 et dernier événement en date, ça remonte déjà à 2023, l'adoption d'une charte des bonnes pratiques de publication. Alors, très concrètement, comment le service aux chercheurs et la bibliothèque en général s'inscrivent-ils dans cette stratégie de l'établissement en matière de sciences ouvertes? C'est essentiellement par des missions d'accompagnement. Il s'agit de ne pas laisser les chercheurs seuls face à ces exigences. Et ces missions d'accompagnement, elles ont été formalisées et inscrites dans notre projet de service, le projet de service 2024-2028 de la bibliothèque, qui est accessible en ligne sur le portail de la BU, sous l'appellation de accompagner de bonnes pratiques en sciences ouvertes. Voilà trois principaux objectifs qui se déclinent chacun en action. Donc l'accompagnement des chercheurs dans la rédaction des plans de gestion de données et aussi dans les bonnes pratiques de gestion des données de manière générale. L'accompagnement des chercheurs dans la gestion de leur identité numérique de chercheurs et aussi l'accompagnement dans la transition vers l'accès ouvert et surtout vers la diversification des canaux de diffusion, accès ouvert immédiat, dépôt dans Hall, et aussi c'est aussi le virage que l'on a pris avec les éditions et les presses universitaires de Reims. Tout cela, nous ne le faisons pas seuls. Je me permets d'insister sur l'importance des collaborations, l'animation d'un réseau de référents qui sont des chercheurs, le travail au sein de l'atelier de la donnée avec d'autres corps de métier que les nôtres, avec des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des informaticiens, les DPO, archivistes, ainsi que les liens étroits que nous essayons de tisser avec les instances décisionnelles de l'université. Tous ces éléments-là sont très importants pour asseoir ces missions et aussi leur donner une légitimité. La question de la légitimité de notre service revient souvent.
De notre côté, développer nos compétences, nos connaissances sur les questions liées aux archives ouvertes, aux données, aux identifiants, à l'évaluation de la recherche, nous permet d'être reconnus comme des partenaires fiables par les chercheurs et aussi d'être associés à toutes les évolutions de la politique de l'établissement en matière de sciences ouvertes en particulier. Voilà, je m'arrête ici pour la présentation et je sors de l'écran pour laisser à nouveau la parole à Mathilde et à Camille qui ont des questions, me semble-t-il. Ah, j'ai disparu. Merci Yanis. Donc, première question, comment est-ce qu'on sensibilise l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque aux enjeux de la science ouverte? Alors, comme je l'ai dit un peu à demi-mot, la science ouverte, ce n'est pas nouveau et nous travaillons dans un contexte de science ouverte ouais, depuis plus de 20 ans et on se rend compte en fait que cette problématique, elle infuse quasiment l'ensemble de nos pratiques, les pratiques d'acquisition, la manière dont on mène aujourd'hui des recherches bibliographiques, la manière aussi de répondre aux demandes de prêt entre bibliothèques de nos usagers. Par exemple, aujourd'hui, nous ne faisons plus venir de thèse par le physique par le pré-entre bibliothèque. Nos catalogues et nos résolveurs de liens intègrent des ressources en accès ouvert, enfin des publications scientifiques en tout cas, et les bibliothécaires qui interviennent dans la formation de nos usagers ont appris à utiliser ces outils dits ouverts et à présenter leur fonctionnement et aussi leurs différences à nos publics. Et l'irruption de l'accès ouvert a aussi modifié les pratiques d'acquisition. On a commencé bon, par des abonnés, hein, des périodiques, on l'a tous fait. Et l'accès ouvert aux ouvrages en particulier va aussi orienter nos choix d'acquisition, maintenant modifier un certain nombre de pratiques d'acquisition. Donc, on part toujours de situations concrètes, du poste, du travail, du collègue, du bibliothécaire, pour donner de nouveaux repères et intégrer aussi un nouveau vocabulaire, puisque souvent tout est question de vocabulaire. Le micro est coupé. Comment est-ce qu'on sensibilise les différents publics à la science ouverte sans jargonner? Oui, le jargon, c'est un gros défaut de nos métiers. Et cette question-là du jargon, elle vaut à la fois pour les personnels de bibliothèque comme pour les chercheurs et les étudiants que nous informons et que nous sensibilisons en reformulant, en expliquant. Et là aussi, la meilleure manière d'éviter le jargon, c'est de partir de cas concrets de situations qui sont connues du chercheur ou du bibliothécaire, un éditeur qui applique des frais de publication pour l'accès ouvert immédiat. Le chercheur ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de l'argent ou un éditeur qui demande un ORCID, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, on part de ce type de situation pour leur expliquer un peu plus concrètement le contexte dans lequel on travaille, à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'avoir un identifiant de chercheur. Pourquoi aussi l'Agence nationale de la recherche demande maintenant des PGD, des plans de gestion de données. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est le plus simple, c'est vraiment de partir de cette situation concrète pour le chercheur. Du côté du bibliothécaire qui découvre ça en parallèle, nous proposons, lorsque nous lançons des campagnes de communication auprès des chercheurs, voilà, pour les inciter à se créer un identifiant fiable, pour les alerter sur la question des frais d'APC qui sont très, très lourds. Ces campagnes-là, destinées aux chercheurs, elles sont conçues aussi pour être accessibles à des non-chercheurs, pour être compréhensibles par tous. Et puis par ailleurs, le site dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous avons lancé en 2021, a été accompagné de FAQ, hein, de foires aux questions, pour apporter des éléments de réponse. On essaie d'être le moins jargonnant possible. On n'y arrive pas toujours. D'accord. Au sein de votre bibliothèque, est-ce que vous avez plutôt privilégié une sensibilisation au fil de l'eau ou bien une sensibilisation plus structurée qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de formation, par exemple? Alors, c'est plutôt la première, plutôt la première option au départ, hein, tout simplement parce que nous avons appréhendé ces nouveaux objets en même temps
que les chercheurs. Et donc, nous avons sensibilisé l'équipe au fur et à mesure que ces questions ont surgi. Mais très vite est apparue la nécessité non plus de sensibiliser, mais bien de former les agents, soit par des sessions internes, soit par des formations dispensées par nos organismes de formation partenaires, hein, le CRFCB ou les URFistes. Mais là, il me semble important de distinguer deux niveaux de compétences, ceux qui relèvent de la culture professionnelle, d'une part, et ceux qui relèvent des compétences techniques à acquérir et à mettre à jour pour accompagner les chercheurs en proximité. La culture professionnelle, elle va concerner l'ensemble de l'équipe, tous ceux qui sont intéressés par ces questions, même s'ils ne sont pas nécessairement en proximité avec les chercheurs. Et cette sensibilisation, elle passe par essentiellement de l'information. Nous avons une lettre d'information hebdomadaire à la bibliothèque dans laquelle on glisse de temps en temps des informations liées à la science ouverte, où on signale des ressources intéressantes, des nouveautés, des événements liés à cette thématique-là. Dans l'Assemblée générale annuelle du personnel, il y a toujours un point sciences ouvertes. Nos collègues sont invités à participer aux journées d'études que nous organisons, en particulier la journée d'études annuelle liée à un point en particulier lié à la science ouverte. Quant aux compétences techniques, ce sont des formations en bonne et due forme sur des outils spécifiques qui ne vont pas concerner l'ensemble de l'équipe, mais bien des collègues qui vont être en situation d'accompagnement de proximité des chercheurs. D'accord. Et selon vous, sur quels aspects de la science ouverte la sensibilisation que vous proposez pourrait être davantage développée? Alors aujourd'hui, il faudrait prévoir de former plus de monde, d'être plus nombreux à travailler, à pouvoir répondre aux questions liées aux données, les données de la recherche, et les données de la recherche et tout ce qui les entoure, hein, leur production, leur traitement, leur analyse, leur valorisation. Cela reste encore un continent assez difficile à aborder pour de nombreux bibliothécaires, enfin pour la plupart d'entre nous. On ne se sent pas vraiment légitime, autant sur la question des publications. Un bibliothécaire sait de quoi il parle quand il parle de publications, il connaît la typologie des documents. Les données, pour le moment, là, ça reste plutôt du côté du chercheur. Et si, là, on se rend compte hein, en créant l'atelier de la donnée, maintenant on entre dans les coulisses de la recherche et beaucoup d'entre nous ne nous sentons pas légitimes pour ce travail-là. Donc il faut un peu démythifier ce côté-là et se doter d'outils voilà, pour là aussi mieux maîtriser ce sujet, en tout cas la partie qui nous concerne. Il ne s'agit absolument pas de se mettre à la place du chercheur, bien de l'accompagner euh, sur des questions spécifiques. D'accord. Alors, on va se concentrer justement sur les compétences. Donc, dans le cadre de l'accompagnement à la science ouverte, est-ce qu'il y aurait des compétences qu'on pourrait appeler cœur de métier des bibliothécaires qui pourraient être mises à profit? Alors, il me semble que le cœur de métier pour nous, bibliothécaires, ce sont les métadonnées. Je parlais de données tout à l'heure, mais nous, on est plutôt des champions des métadonnées et on s'en rend compte, en fait, lorsqu'on accompagne les chercheurs dans le dépôt dans Halle, l'archive ouverte, hein, Halle, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait. Il faut saisir il faut remplir une grille comme une notice de catalographique, une notice de catalogage, et les chercheurs, ça leur parle pas forcément. Et nous avons formé en fait une petite équipe de bibliothécaires assistants spécialisés au contrôle de qualité des métadonnées dans HAL. Pourquoi les BIBA? C'est les bibliothécaires assistants spécialisés, car ce sont des personnels qui ont une formation très pointue en catalogage, qui maîtrisent la description bibliographique, qui connaissent les fonctionnements des référentiels, qui sont au point sur la notion d'autorité, qui connaissent la typologie des documents. Et ces compétences-là, du catalogage vers le contrôle de qualité dans HAL, sont aisément
transposables. Donc, ils vont soit pour contrôler ce qui a été saisi et corriger, le cas échéant, soit pour saisir des notices et le cas échéant lier du texte intégral en vérifiant que cette version-là du texte est diffusable et avec l'accord de l'auteur. Et ces mêmes compétences en matière de métadonnées, elles pourront, alors nous, on ne le fait pas encore ici à Reims, mais elles pourront sans doute être mobilisées et transposées dans la description des jeux de données et l'accompagnement au dépôt de jeux de données dans les entrepôts. Nous, on ne s'occupe pas de produire la donnée, c'est le chercheur qui la produit, mais on peut intervenir sur les métadonnées de description et de gestion. D'accord. Est-ce que vous auriez un exemple au sein de votre bibliothèque d'une personne qui serait montée en compétence, notamment pour accompagner la science ouverte? Oui, alors c'est une collègue qui est justement bibliothécaire assistant spécialisée. En plus du contrôle de qualité dans HAL, cette personne s'est vue confier un chantier d'alignement des identifiants auteurs. Alors là, je vais jargonner, IDREF, ORCID, Idéal. Nous sommes partis de ses connaissances sur l'IDREF et voilà, on lui a fait découvrir le fonctionnement des autres identifiants de chercheurs et leur interopérabilité et ses connaissances sur les notions d'autorité, de référentiel, telles qu'on les pratique dans l'IDREF, lui ont permis de mener à bien ce chantier sans trop de difficultés. Et il est peut-être possible aussi de transposer ces compétences-là à présent sur les identifiants, non plus les identifiants de chercheurs, mais les identifiants structures. Et par ailleurs, cette même collègue qui a plusieurs casquettes, on lui a confié aussi une mission de stylage de documents. Je vais vous expliquer. Dans le cadre des éditions et presse universitaires de Reims, nous avons trois collections qui sont aujourd'hui déployées sur Open Edition Books, hein, l'infrastructure d'édition ouverte Open Edition Books. Et la première collection, en fait, elle a été déployée grâce à cette collègue qui a été formée à la chaîne éditoriale Laudel et actuellement encore, elle procède au stylage et à la mise en ligne des volumes de nos trois collections sur Open Edition Books. Justement, par rapport à l'éditorialisation des publications scientifiques en bibliothèque universitaire, est-ce que vous pourriez développer les compétences qui pourraient être mobilisées en plus du stylage de documents? Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Alors, il y en aurait d'autres, mais qu'il faut maintenant acquérir. Alors, le stylage de documents, on ne part pas de rien parce qu'on a quand même beaucoup de collègues qui proposent des formations pour nos étudiants, les étudiants qui sont amenés à produire un travail mis en page, hein, que ce soit un mémoire, un mémoire de master ou même les doctorants en thèse. Nous avons un certain nombre de collègues qui proposent des formations en rendez-vous individuel à la maîtrise de la feuille de style. Donc maîtriser une feuille de style sous Word, ça donne déjà des compétences pour... c'est du stylage hein, déjà en soi, donc qu'on peut ensuite répliquer sur du stylage Laudel. Après, on va pas rentrer dans les compétences sur XML ou d'autres produits. Là, il faudrait qu'on se forme davantage sur des chaînes. C'est un de nos projets secrets, mais on espère quand même un jour déployer la chaîne Metop ou d'autres chaînes éditoriales qui sont très performantes. Donc là, ça voudrait dire aussi monter en compétences. Et qui dit diffusion sur des structures sur des chaînes d'édition, dit aussi ajout de métadonnées. Donc c'est là qu'on va retrouver nos identifiants chercheurs, nos identifiants structures. Voilà, tout se tient. J'en arrive maintenant à une question sur votre parcours. Comment vous êtes-vous formé à la science ouverte? Alors, dans le domaine francophone, moi, je suis très, très, très redevable aux pionniers.
en particulier les pionniers du GTSO, le groupe de travail Sciences Ouvertes Couperin, en tout cas pour toute la partie publication. Puis maintenant, il y a beaucoup de choses aussi sur les données de recherche. Les réseaux professionnels sont vraiment une ressource précieuse, en particulier le groupe Casual, hein, qui s'est formé pour la communauté des utilisateurs de HAL, qui est un forum d'échange d'auto-formation, de formation qui est absolument remarquable et qui fait un travail remarquable. Il y a la presse professionnelle, hein, bien entendu. Euh, Tout ça, c'est pour la partie publication. Pour les données, ça a été un peu plus difficile de s'auto-former parce en 2019, il fallait encore chercher du côté des ressources anglophones. Mais on n'est jamais tout seul parce qu'il y a là aussi le réseau joue beaucoup, les réseaux professionnels et à l'échelle du Grand Est en 2020, nous avons, avant même la mise en place de l'écosystème recherche DataGouv, à l'échelle du Grand Est, nous avions réfléchi à l'initiative hein, de l'Université de Lorraine, hein, ce sont eux les champions, à l'initiative de l'Université de Lorraine, nous avions formé un groupe de travail de personnel d'appui à la recherche pour dompter et maîtriser cette notion des données. Aujourd'hui, il y a quantité de supports qui sont très bien faits, des ressources de formation, d'auto-formation, et nos organismes de formation partenaires ont intégré largement la science ouverte sous toutes ses formes dans leur offre de formation, hein, les URFIST, les CRFCB. Et il y a aussi les infrastructures elles-mêmes qui proposent des formations très intéressantes, très ciblées ou parfois sur mesure, comme le CCSD, bien sûr, qui déploie HAL, qui déploie aussi la plateforme Epicence, et puis sur Open Edition aussi propose ses propres formations. Du côté de l'INIST CNRS, il y a des formations très intéressantes qui sont ouvertes à tout le personnel de l'ESR, hein, pas seulement les chercheurs du CNRS, et toute la presse professionnelle, les blogs, les listes de diffusion, voilà, toute cette effervescence-là. Alors avant de passer aux questions avec les participants, on va s'intéresser rapidement aux perspectives de pérennisation de la science ouverte. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie de votre tutelle en ce qui concerne l'accompagnement à la science ouverte sur les prochaines années? Et alors, oui, c'est une question difficile parce que la science ouverte est bien inscrite maintenant dans le tableau de bord de notre gouvernance. Alors, c'est pas un vice-président, mais le chargé de mission science ouverte apparaît bien dans l'organigramme, il est reconnu, il sait voilà, que c'est à lui qu'il faut poser toutes les questions relatives à la science ouverte. Là, pour le prochain enjeu, c'est toutes les questions qui sont liées à la réforme de l'évaluation, de la recherche. Alors, quel lien avec la science ouverte? Pratiquer une science plus ouverte, plus accessible, passer du temps à nettoyer ces données pour les rendre faire. Pour le moment, toutes ces activités-là, elles ne sont pas vraiment encore reconnues dans le travail que font les chercheurs. Elles ne sont pas valorisées à leur juste titre. Et la réforme de l'évaluation de la recherche avec la, la coalition Coara notamment, vise à mieux reconnaître ce travail-là et à inscrire des compétences sciences ouvertes dans les fiches de recrutement des futurs maîtres de conférences, par exemple. Donc là, notre gouvernance s'est bien emparée de ce sujet-là. Et notre prochaine journée d'études, hein, typiquement, qui est prévue la prochaine journée d'études sciences ouvertes, elle sera dédiée à ces questions liées à l'évolution de l'évaluation de la recherche et des chercheurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, c'est un peu l'orientation que l'on prend actuellement. Ben, rien n'est acquis. Il faut toujours reparler de HAL, reparler des APC qui posent une difficulté. Alors, le fait d'avoir adopté une charte des bonnes pratiques de publication
C'est une volonté de notre gouvernance qui a été alertée par le chiffre effarant des dépenses d'APC dans l'établissement, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir ce poste de dépense qui a pris une ampleur, qui a pris une trop grande ampleur, et d'où aussi la publication de cette charte pour sensibiliser les chercheurs aux autres pistes. Il existe d'autres moyens de publier sans se ruiner, même si on sait que c'est très difficile. Une dernière question. Quels seraient vos conseils, Agnès, pour des services d'appui à la recherche qui souhaiteraient se développer? Ou autrement dit, si vous deviez redévelopper comme ça un service d'appui à la recherche, comment vous y prendriez-vous? Alors, au vu de notre modeste expérience, vraiment, s'il y a un conseil à donner, c'est de sortir de la bibliothèque et de se faire des alliés avec la gouvernance, bien entendu, mais aussi les autres corps de métier. Et là, je dois saluer tout le travail extraordinaire que fait notre directrice, la directrice de la bibliothèque universitaire, qui arrive à se faire entendre auprès des vice-présidents recherche, auprès de la gouvernance, auprès de la direction du numérique sur l'importance de ces questions-là. Ce n'était pas évident. Ce n'était vraiment pas évident au départ. Donc, se faire des alliés auprès de la direction de la recherche, des vice-présidents, de la direction du numérique. La DPO travaille avec nous, on travaille main dans la main. Et dans les unités de recherche, on n'arrivera jamais à convaincre tout le monde. On n'arrivera jamais à convaincre tous les chercheurs d'adopter de bonnes pratiques. Donc, il faut s'appuyer sur quelques pilotes, sur des chercheurs qu'on connaît bien et qui sont prêts à nous aider et qui sont prêts ensuite à diffuser aussi ces bonnes pratiques auprès de leurs pairs. Parce que nous, en tant que bibliothécaires, on n'a pas vraiment la légitimité auprès de certains chercheurs. Il faut bien se l'avouer, ne pas se mentir à ce sujet. Donc, quand on n'arrive pas à se faire entendre, voilà, il faut trouver un chercheur qui va parler aux autres chercheurs. Et ça fonctionne assez bien, même si on n'arrivera évidemment jamais à convaincre tout le monde, et ce n'est pas le but. Et aussi, parfois, on s'est privé de certains projets, on s'est dit non, ça, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas les ressources en interne, on n'y arrivera pas, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas les compétences. Et puis finalement, on a eu tort parce qu'on se rend compte que notre équipe de bibliothécaires au sens générique, je ne parle pas ici du statut, a une capacité d'adaptation, d'agilité qui est assez extraordinaire. Donc, il faut vraiment miser sur les compétences, les capacités de changement des uns et des autres, et on y arrive. Et sans perdre de vue que ce que l'on fait, on le fait pour les chercheurs. On ne va pas s'embarquer dans des projets qui ne serviront pas immédiatement la communauté. Même, donc, voilà, on va pas s'embarquer dans des projets compliqués, mais en même temps, il faut quand même anticiper. Donc, se former avant sur les nouveautés qui vont arriver. Donc, on est toujours un peu sur un chemin de crête. Mais c'est ça qui est passionnant. Merci. Il est temps à présent d'aborder le temps d'échange et de questions-réponses. Donc, vous pouvez ou bien laisser vos questions dans le chat et je les relayerai, ou bien prendre la parole directement à l'oral et allumer votre caméra, pourquoi pas. Alors, une première question. J'aurais une question sur la réforme de l'évaluation de la recherche. Est-il prévu de rédiger une charte dédiée au sein de l'Université de Reims, ou la formalisation se fera-t-elle sous une autre forme? Comment la bibliothèque est-elle associée concrètement à cette réflexion? Merci, c'est une question très intéressante. On n'a pas encore discuté de la forme, nous en sommes vraiment aux prémices, là on en est vraiment à la sensibilisation. Alors notre chargé de mission, notre chargé de mission Sciences ouvertes fait partie du chapitre français Coara. Donc ces questions-là, je sais elles sont débattues au sein du chapitre français. Il y a des universités pionnières en la matière. Je crois qu'il se passe quelque chose du côté d'Aix-Marseille. Et donc en fait, le 12 juin, ce sera vraiment l'occasion de montrer ce qui existe ailleurs et de voir un peu comment on pourrait faire nous à Reims et sous quelle forme, parce que c'est aussi une question sensible. Alors nous, en tant que bibliothèque, on va juste proposer notre aide. On va pas intervenir là-dedans parce qu'on n'est pas vraiment concernés, nous, en tant que personnel de bibliothèque. Mais
on va essayer on voudrait avoir un rôle de facilitateur, montrer les initiatives qui existent ailleurs en France et aussi ailleurs en Europe, parce que c'est une question qui revient souvent hein, quand on interroge nos chercheurs. Oui, mais nous, si on réforme les questions d'évaluation et qu'on est les seuls à le faire de notre côté, ça ne sert à rien, on va être berné et les autres continueront à être évalués de la même manière. Que se passe-t-il en Europe, que se passe-t-il dans le monde? Donc le rôle de la bibliothèque va consister surtout à relayer, à rassurer et aussi à relayer les initiatives bon, Kohara et tout ce qui se passe ailleurs autour de ces questions-là. Mais là, il est trop tôt, je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler, on en est vraiment qu'aux prémices. N'hésitez pas à prendre aussi la parole à l'oral si vous le souhaitez. En attendant que des questions se posent, peut-être Camille, est-ce que tu as une question en particulier à poser? Oui, bien sûr. Agnès, vous avez mentionné notamment l'accompagnement pour les APC. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de la bibliothèque quand il y a donc un besoin d'un chercheur sur les APC? Alors, alors déjà, on sait, nous avons refusé on est très mal vu à la bibliothèque parce que nous avons refusé de souscrire à des licences d'accords dits transformants ou accords transformatifs. On en a plus qu'un. C'est l'accord Elsevier, hein, qui est la licence nationale qui prévoit un volant d'APC prépayé hein, pour lire les choses de manière un peu grossière, ce qui fait que nos chercheurs n'ont pas à débourser un centime, en principe, lorsqu'ils choisissent de publier dans une revue qui fait partie du portefeuille de cet éditeur. Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'ils viennent nous voir en disant, oui, mais moi, je voudrais publier chez cet autre éditeur. Est-ce que vous prenez en charge les frais de publication? Et donc là, on est obligé de les décevoir en leur disant non. Et alors, plutôt que de dire, voilà, c'est toujours embêtant de dire non à un chercheur et de toute façon, on le fera pas, on n'a pas les moyens. Et puis, nous avons décidé de ne pas soutenir ce modèle-là de l'auteur-payeur. Donc, si on voit que le chercheur est réceptif, qu'il a un peu de temps, on lui explique les autres pistes qui existent, voilà, les pré-publications. Alors, en fonction des disciplines aussi, la question sera plus ou moins facilement traitée ou traitable. Dans les disciplines où le modèle des prépublications avec l'évaluation ouverte est accepté ou est bien vu, on leur propose cette piste-là, on va déposer son article dans une base de préprint et l'ouvrir à l'évaluation ouverte. Sinon, on leur parle du modèle diamant. Dans les disciplines où il est possible d'avoir du modèle diamant, on sait que dans les sciences biomédicales, c'est encore assez compliqué actuellement, en médecine et sciences biomédicales, également en chimie, et on les incite aussi à regarder du côté de leur communauté comment ça se passe. Donc c'est un dialogue qu'il faut avoir avec le chercheur. Plutôt que de rester sur un non, on ne paiera pas. Voilà, leur expliquer pourquoi et leur proposer d'autres pistes. Est-ce que vous proposez Pardon, j'ai perdu ma question. Est-ce que vous proposez des services d'accompagnement à la fouille de texte? Non, pour le moment, non. Alors, on sait que ça existe, on sait où aller trouver de l'aide si on veut se former sur ces questions-là, mais non. En fait, comme je l'expliquais, on répond vraiment à la demande des chercheurs. Et là, pour le moment, c'est vrai que nous n'avons jamais eu ce type de demande. Alors, nous nous sommes renseignés pour savoir quel levier activer si jamais tout à coup cette demande arrivait. Et puis souvent, c'est urgent, hein, parce que pour le chercheur, tout est toujours urgent. Mais alors concrètement, non, je ne pourrais pas vous donner d'exemples. Mais on sait que ça peut arriver un jour. Et c'est une question intéressante, oui. Pardon. J'aurais encore une question à vous poser. Vous aviez mentionné donc les services d'accompagnement à l'identité numérique des chercheurs. Est-ce que vous pouvez développer? Et, j'aurais une deuxième question dans cette première question. Oui. Est-ce que cela implique des compétences particulières à mobiliser ce type de service? Euh,
Non, à part la diplomatie. Non, parce que c'est toujours délicat de dire à un chercheur qui est mondialement connu, qu'en fait, non, il n'est pas forcément mondialement connu et qu'il peut même avoir un homonyme quelque part dans la même discipline. Ça nous est déjà arrivé, puis je pense que c'est arrivé à d'autres parmi nous ici. Voilà, on fait une recherche en Halle et on se rend compte qu'il y a 4 ou 5 profils qui ont le même nom. Et donc, c'est en partant de cette expérience décevante que l'on peut convaincre le chercheur de se créer un profil désambiguisé ou plus sécurisé en déclarant notamment voilà, en créant un identifiant HAL par exemple et en allant plus loin aussi en se créant un ORCID qui affiche l'affiliation. En fait, il faut prendre le temps d'expliquer tout cela. Nos chercheurs ont énormément sont sous pression, hein, quel que soit l'endroit où ils travaillent en France ou en Europe. Ils ont des cours à assurer, une recherche à mener, des tâches administratives et par-dessus, et là-dessus viennent se greffer tout un tas d'exigences. Ils doivent chercher de l'argent pour mener leur recherche, courir les subventions. Et quand on arrive et qu'on leur dit, il faut vous créer un identifiant HAL, il faut vous créer un ORCID, ils pensent que que c'est de l'administratif. Or, ce n'est absolument pas une démarche administrative. C'est pour rendre leur travail plus efficace, pour gagner en efficacité, gagner en visibilité et éviter aussi de perdre de l'information. Il y a aussi toutes ces questions de l'affiliation que peu de... Bon, maintenant, ça commence un peu à faire son chemin, mais au départ... L'affiliation, ça parlait pas du tout à nos chercheurs et on sait maintenant la plupart des universités se sont dotées de chartes de signature. Alors cette partie-là, c'est pas nous qui nous en occupons, mais on relaie effectivement, c'est la direction de la recherche chez nous qui a mis en place cette charte de signature. C'est la manière normalisée de signer un papier quand on est chercheur affilié à telle ou telle unité de recherche de l'établissement. Donc ce travail-là, on le fait, on leur dit il faut vraiment écrire, ça s'écrit comme ça, l'affiliation, pas autrement, en français, pas en anglais, même si vous publiez en tchèque ou en espagnol, l'affiliation, la signature de la publication se fera toujours en français sous cette forme-là, et c'est aussi sous cette forme-là qu'il faut l'indiquer dans ORCID. Donc il faut vraiment prendre le temps d'expliquer, de justifier et de rappeler que non, ce n'est pas une question c'est pas de la paperasse, c'est pas de l'administration, c'est bien pour vous et ça aura un bénéfice pour vous. Et après, quand on fait une simple recherche dans un moteur de recherche au nom, prénom, CV et que le CV HAL apparaît en premier, là on est content parce qu'on leur montre que, voilà, que ça marche. D'accord, merci. Alors peut-être qu'on va conclure sur une dernière question. Donc on note vraiment le développement de la mise à disposition de codes et de logiciels de la recherche pour tous. Quels accompagnements pourraient être proposés au sein des bibliothèques? C'est vrai que c'est quelque chose qui démarre tout juste. Oui, alors il y a déjà merci pour cette question d'autres collègues hein, qui sont qui sont allés beaucoup plus loin que nous, enfin qui ont déjà pris le taureau par les cornes. C'est là aussi on ne va pas on ne va pas nous créer du code. Se mettre sur les GitHub, les GitLab, même s'il faudrait quand même qu'on soit un peu plus au point sur ces questions-là. Du côté des bibliothèques, nous, on va plutôt insister sur la partie valorisation et archivage des codes. Donc, on va mettre en avant, là aussi, on va jouer un rôle de facilitateur, expliquer à nos chercheurs qui ont développé un logiciel de recherche, qui l'ont développé sur du code ouvert, sur du code libre, de bien penser à archiver ce travail-là, enfin à le conserver sur Software Heritage, hein, qui est le conservatoire des codes sources, et ne pas se contenter de cela, aller aussi valoriser ce travail en créant en le signalant dans HAL. Voilà, c'est le minimum qu'on puisse faire, conserver, valoriser. Après, pour les plus doués d'entre nous, ce qui n'est pas mon cas, voilà, les accompagner éventuellement sur les GitLab, GitHub ou sur les Git. Mais ça demande beaucoup plus de compétences. Mais pourquoi pas?
Merci Agnès, nous arrivons à la fin de ce labo. Peut-être juste avant de se quitter, je voulais vous proposer de laisser votre adresse professionnelle dans le chat. Peut-être si des Oui, participants souhaitent entrer en contact, vous poser des questions plus précises. oui, faut pas hésiter. Je mets ça dans l'onglet. Vérifie. Voilà. Merci. Je répondrai volontiers à toutes les questions. Très bien. Et oui, les data papers, oui, effectivement, oui, mais je n'ai pas pu. C'est vrai, on en a deux déjà, des accompagnements en data paper. C'est un, voilà, c'est un paysage qui est très très mouvant. Et, on a tous les mois, on a de nouveaux objets qui sortent, de nouvelles choses. Donc il faut, si on devait refaire cette présentation au mois de janvier prochain, par exemple, ce serait sans doute encore nouveau, encore différent. Voilà. C'est ça l'intérêt aussi de cette thématique. Merci à toutes et tous pour cet échange et à bientôt.